Bonsoir à toutes et à tous. Je suppose que vous étiez tous là pendant la projection du dernier film, peut-être même du premier. Je vais commencer par vous présenter ceux que vous êtes venus écouter. Mais au préalable, je voulais vous dire deux petites choses. La première, c'est que nous allons, pendant 20 minutes, ils sont 4, 20, 25 minutes maxi, vous entretenir, ils vont vous entretenir de leur travail, de leurs travaux. Et puis ensuite, nous aurons un échange, comme beaucoup connaissent maintenant, avec ce festival Niofar. Et nous espérons que cet échange sera pour vous le plus riche possible. La position qui est la mienne est un petit peu particulière. Je dois dire que quand j'ai reçu le programme de Pierre et Franck, j'ai d'abord été enchanté. Ensuite, m'est tombé dessus le film exceptionnel de Jean-Marie. Et connaissant le programme de Niofar cette année, je me suis dépêché de suggérer à Pierre et à Franck de programmer le dernier film que vous avez vu, parce que pour moi, il y a une filiation directe entre ces deux œuvres. L'une se prolonge par l'autre, l'une éclaire l'autre, et en l'occurrence, la dernière que vous avez vue nous projette vers l'avenir, tout en nous demandant d'où venons-nous, comme l'a si bien formulé Ernestine. Étant moi-même Camerounais, j'aurai moins de distance que d'habitude, donc je vous prie déjà de m'en excuser. Et je remercie Franck et Pierre de me donner l'opportunité d'interroger ces grands artistes qui travaillent sur une histoire qui est lourde et pas toujours très drôle. Mais je vais commencer par vous présenter Catherine Kokry-Vitrovic, historienne émérite, dont l'une des dernières œuvres est particulièrement éclairante pour tous ceux qui s'intéressent en particulier à l'histoire coloniale. Un essai paru aux éditions Agone, qui n'est pas celui dont parlait Pierre tout à l'heure, que je vous recommande également, mais je recommande tout particulièrement le précédent, Enjeux politiques de l'histoire coloniale, qui est très éclairant et je vous le conseille vivement. Ensuite, Jean-Marie Thénault, réalisateur camerounais de grand talent. Thomas Deltombe. Manuel Domer, pardon. C'est le... Bon, j'étais sûr. Il est bien aussi. Il est très très bien, Manuel. Pardon. Thomas Deltombe, donc. Ah, Manuel Domer, pardon. Je vais y arriver. Je vous ai dit que c'est compliqué pour moi ce soir. Donc, excuse-moi Manuel. Journaliste et auteur de ce... Alors, pour l'avoir lu, pour continuer d'essayer de le digérer, c'est un livre indispensable pour l'histoire du Cameroun en particulier, l'histoire coloniale d'une manière générale. Mais je vous rassure, il est impressionnant comme ça, mais il se lit par petits bouts, il se déguste. Laissez-vous emporter par le flot de leurs paroles, éclairées et érudites, mais pas du tout pontifiantes. Il se lit très très facilement. Et puis Franck Garbelli, le réalisateur du premier film que vous avez vu. Mais je vais commencer par demander à Jean-Marie qui, à chaque fois que je le vois, me rappelle les larmes qui sont les miennes
à cause de ton excellent film. Je suis désolé. Non, mais sois pas désolé. Est-ce que tu peux nous dire comment est né ce film et quelles sont les nouvelles de la famille d'Ernestine? On ne peut pas ne pas commencer par là. Bon, comme je l'ai dit, pour ceux qui étaient là au début du film, en fait, le film est vraiment né du hasard. Depuis, en fait, l'an 2000, Ernestine essayait de rencontrer souvent des gens qui pouvaient lui parler de son père, parce qu'elle ne parlait pas du tout de l'histoire de son père, et elle était au Cameroun depuis 1987 et elle n'avait pas de nouvelles. Et il y a d'ailleurs un journaliste connu au Cameroun, Célestin Lingo, qui, quand il avait 20 ans, s'est retrouvé à la BMM, c'est la prison politique, et il était dans la cellule juste à côté de celle où était incarcéré Wangé avant son exécution. Et il avait rencontré très brièvement, ils avaient eu et donc toutes les fois que Ernestine le voyait puisqu'il était un ami de la famille, il lui avait raconté plus de 1000 fois ce petit moment qu'elle voulait entendre et réentendre, parce que c'était vraiment un élément dont elle avait besoin. Et quand elle a su que je faisais du cinéma, elle aussi, elle a voulu me rencontrer. Et du coup, moi aussi, j'étais très intéressé de la rencontrer. Et on s'est rencontrés et je ne connaissais pas l'histoire de son enfance. Et quand elle a commencé à me parler de cette histoire, je me suis dit, non, il faut l'enregistrer, c'est quand même pas possible. Et j'ai trouvé une caméra, j'avais pas de lumière, j'avais rien, j'avais même pas de pied, donc c'était une grosse caméra à l'époque, et on s'est assis sur les marches de la maison familiale et on a parlé pendant 4 heures. À l'époque, c'était des grandes cassettes, heureusement, donc j'ai eu 3 heures d'enregistrement, et voilà, c'est comme ça que j'ai eu ce témoignage, dont franchement, je ne savais pas quoi en faire, puisque c'était une interview. Je ne peux même pas dire que c'était une interview, parce que c'est comme si elle attendait l'occasion de se livrer, et elle parlait, et je posais juste la moindre question, elle parlait, et c'était... Elle m'a dit des choses, et d'ailleurs vous pouvez le sentir par moments dans la... J'étais tellement gêné par moments que la caméra bougeait, je ne me sens... C'était... Je n'avais pas sollicité tout ça, quoi. J'attendais, et j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais de ce matériau, quoi? Et beaucoup de choses que je ne comprenais pas, son allusion à la feuille, je ne comprenais pas. Et ce n'est que quand elle a mis fin à ses jours, ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser cette femme si forte, si déterminée, si intelligente. Et du coup, j'ai revu l'interview plusieurs fois, j'ai regardé et j'ai compris qu'il fallait absolument que je fasse ce film. Et j'ai fait le film, j'ai prévenu la famille, le mari savait, c'était son souhait. Mais après, quand le film était prêt, les histoires ont commencé. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails très complexes de l'héritage d'Ernestine. Un petit mot quand même sur les derniers mots d'Ernestine. Au moment où tu enregistres cet entretien, avec les difficultés que tu viens de nous décrire, comment résonnent en toi ces paroles liées à la nécessité de connaître l'histoire? Surtout, il y a cette phrase que moi j'ai souvent en exergue dans quelques-uns de mes documents: quand l'histoire sera écrite, les âmes errantes trouveront enfin la paix. Mais le film n'est pas... Elle ne m'a pas raconté son histoire dans la continuité, parce que c'est vrai que quand mon rôle a été de faire cette continuité, c'était par anecdote comme ça qu'elle me racontait. Et donc les derniers mots, en fait, on finissait l'interview sur quoi? On parlait des films qui avaient marqué son enfance. Et il se trouve qu'elle aimait aussi beaucoup les films hindous. Et du coup, on était en train de rire de ça, parce que moi aussi j'aimais les films hindous. Et donc, on parlait plutôt de ces choses-là, et elle me racontait... C'est ça, en fait, de ça qu'on parlait à la fin avant que la nuit tombe vraiment et que je sois obligé de partir. Mais en fait, c'était pas comme si
je savais qu'on était appelé à se revoir parce que je me disais qu'il fallait que je garde un contact. Donc on ne s'est pas dit adieu en quelque sorte. On parlait de choses qui nous rattachaient dans l'enfance et c'était de ça qu'on parlait en fait. Alors juste pour ceux qui ne savent pas, au Cameroun dans les années 70, les films hindous et chinois étaient ceux qui étaient les plus projetés dans les cinémas. Voilà, les cinémas existaient encore à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a plus, ou quasiment plus. Franck, je me tourne vers vous parce que le film de Jean-Marie, sur lequel nous reviendrons évidemment, prolonge le vôtre, mais le vôtre pose une partie du contexte dans lequel va évoluer celui qui est donc le père d'Ernestine, qui est a priori le responsable de ce qu'elle a dû subir, en tout cas en partie. Et la première question concerne aussi la fin de votre film. Dans votre film, à la fin, je ne sais pas si tout le monde l'a vu ici, Marthe, la femme de Roland Félix Moumié, s'adresse à la jeunesse camerounaise, et s'adresse à moi, et s'adresse à nous, et à la jeunesse africaine, mondiale d'une manière générale, en demandant que la vérité soit exhumée. Comment avez-vous filmé cette scène et comment l'avez-vous accueillie? Bonsoir. Pour nous, c'était une surprise. On était partis pour se rendre sur la tombe de M. Moumié. Et parce que moi, je crois beaucoup, en filmant, je crois beaucoup de se rendre sur le lieu où les choses se passent. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui dégage, les lieux dégagent quelque chose et font quelque chose avec les gens qui sont sur place. Si vous faites une interview quelque part et vous parlez de quelque chose, vous vous rendez sur les lieux où les choses sont passées, vous allez voir que les gens réagissent différemment. Mais on est parti là-bas pour aller sur la tombe. On a trouvé un médecin qui a étudié en même temps que M. Moumié. Il nous a indiqué où se trouve la tombe et on est allé là-bas et on a découvert ce qu'on a découvert en même temps avec la caméra. Et c'était presque l'effondrement. C'était l'effondrement. Et là, vous avez vu, c'était terrible à supporter. Et après, on était un peu là. On ne savait pas que faire. C'était tellement fort. On est avec la caméra un peu dans une position voyeuriste, mais en même temps, c'est un moment important. On l'accompagnait. On demandait à la personne qui s'occupait de la cimetière, et puis il est venu, et puis on a découvert en même temps que la caméra. C'est vraiment filmé comme ça. Le montage, c'est que juste nettoyer un petit peu, mais c'est rien d'autre. C'est vraiment le documentaire. La caméra est témoin de quelque chose. Et après, on laisse... elle demande ça, mais c'est pas seulement à cet endroit-là, mais c'était un sentiment qu'on a rencontré partout, beaucoup plus qu'ici en Europe. Au Cameroun, les gens avaient un besoin énorme de connaître leur histoire parce qu'il manque apparemment les connaissances de choses. Et juste une remarque par rapport à votre film, c'est pas aussi dramatique que ça, mais quand même une faible ressemblance, la fille de Moumié, qu'on a amenée en Chine, la mère l'a amenée en Chine, l'a laissée en Chine pendant des années, et elle avait une enfance horrible. Elle n'a pas eu de père non plus. Elle vit très malheureux. Elle a vécu très malheureux, très très longtemps. Elle s'est mariée finalement en Espagne, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un sort semblable. C'est un sort semblable. Alors, je vais poursuivre un petit peu avec vous parce que le film sur Moumié apporte quelques éclairages sur un contexte, sur une situation coloniale, et on le sent, il n'est pas simple de faire un documentaire sur
un assassinat comme celui-là et ce qui l'entourait à l'époque. D'où est née la volonté de faire ce film et comment êtes-vous parvenu à avoir les témoignages de Maurice Robert, de Delaunay, tous deux aujourd'hui décédés, et est-ce que Pierre Messmer, dans son expression, on va rester tranquille, voilà, comment est-ce que vous avez pu recueillir, n'est-ce pas, ces témoignages de gens qui habituellement ne parlent pas? Je pense surtout à Maurice Robert. Mais peut-être même pris pour un petit suicidio, c'est tout à fait possible. Ça serait dans le genre de l'espèce, hein, si on parle de Messmer et ces gens-là. Mais non, c'est un très long travail. C'est-à-dire, en principe, je voulais faire un film ou une enquête, d'abord une enquête journalistique et historique sur le procureur fédéral suisse qui s'est suicidé parce que les services français l'ont poussé dans la mort. Hein. Je ne vais pas étaler l'histoire. C'était pendant la guerre d'Algérie, à cause de la guerre d'Algérie, etc. Et cette histoire est totalement inaccessible par tous les moyens, par Suisse et en France aussi. Mais dans le dossier manquant, j'ai trouvé un autre dossier. C'était une petite histoire par rapport à la toute grande, pour nous, hein, vu de Suisse. C'est le dossier Moumier. Et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Et j'ai parcouru ça, peut-être pour trouver autre chose. Et puis après, j'ai vu que c'était vraiment quelque chose de très important. Et là, j'ai pris contact avec tout le monde. Et j'avais... Le premier but, c'est de laisser parler les gens. Et pourquoi ces messieurs m'ont parlé, c'est certainement un Français aurait eu beaucoup plus de difficultés parce que ils auraient pensé à passer à la télévision française où c'est plus difficile. Mais j'ai remarqué que ces gens-là, ils vivaient encore dans le passé en quelque sorte. Et ils se sont oubliés. Et ils parlaient comme ça. Et je n'ai pas contesté, je les ai laissés parler. Et ils n'ont pas dit que juste cette phrase-là, ils ont parlé beaucoup plus longtemps. Et après, on a recoupé avec les documents, parce qu'il y avait quand même toute une série de documents qu'on a trouvés. Voilà. Est-ce que ça va aussi? Oui, ça répond parfaitement à la question. On aimerait en savoir plus, mais vous nous direz tout à l'heure. Je veux malgré tout, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers des méandres de l'histoire coloniale, demander à Catherine que je prie de m'excuser parce que la galanterie aurait voulu que je commence par elle, mais pardon. Voilà, je voulais rester sur les deux films, m'appuyer dessus pour essayer voilà, d'éclairer notre lanterne. Et je disais tout à l'heure que votre livre sur les enjeux de l'histoire coloniale m'avait très fortement marqué, très fortement impressionné. Je me suis nourri et je continue de me nourrir à cette source. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on le voit dans le film, que la responsabilité de la France, en particulier, est souvent mise en cause, et quand ce n'est pas la responsabilité, les interrogations et les regards se dirigent vers elle. Pour ceux qui ne sont pas familiers de cette longue et douloureuse histoire coloniale, est-ce que vous pouvez nous en tracer, voilà, les grandes lignes très brièvement, pour comprendre comment on en arrive au Cameroun à ce que, dans ce livre, on a appelé une guerre cachée. Voilà, une guerre un peu camouflée. C'est très compliqué. Je vous remercie beaucoup de m'inviter, d'autant que je ne suis pas spécialiste de l'histoire du Cameroun. Et donc, c'était tout à fait normal que je ne parle pas et que les cinéastes qui ont fait des films magnifiques parlent d'abord. Alors, il n'y a pas de préséance féminine dans ces cas-là. Oui, moi je suis spécialiste d'histoire africaine
pendant la période coloniale, essentiellement, ce qui n'est pas du tout, enfin, ce qui n'est pas la même chose que l'histoire de la colonisation. Ce que j'ai toujours essayé de faire, surtout quand cette histoire n'avait pas encore été écrite, c'est-à-dire dans les années 60-70, c'est de comprendre ce qui s'était passé en Afrique pendant la colonisation et comment les Africains avaient vécu la colonisation. Alors, l'occultation des abus ou des méfaits coloniaux, c'est pas une chose nouvelle. Je viens de publier un petit bouquin sur une occultation, sur un secret d'État d'ailleurs. L'éditeur, c'est un petit éditeur qui s'appelle Le Passager clandestin, avait mis comme bande, et j'étais tout à fait d'accord, le premier secret d'État de la France-Afrique. Le premier secret d'État de la colonisation en Afrique, c'est 1905. En Afrique équatoriale, alors que la Fédération de l'Afrique équatoriale française est créée en 1904. Donc c'est vraiment au tout début. Et c'est le fait qu'il y a eu des abus épouvantables. On appelait ça le Congo français à l'époque. C'était l'Afrique équatoriale, en fait, Gabon, Congo ou Bangui-Chari, qui est devenue la Centrafrique. Il y a eu des scandales épouvantables dans le Congo, qui n'était pas encore le Congo belge, mais une propriété personnelle du roi des Belges, Léopold, sur la rive gauche, l'État indépendant du Congo. Les Français auraient bien voulu, dans les concurrences internationales, mettre la main sur la partie belge, précisément parce que Léopold risquait de devenir très impopulaire. Ils voulaient montrer que du côté du Congo français, c'était beaucoup mieux. Ils ont envoyé une grande mission avec Savorian de Brazza, célèbre et relativement pacifique d'ailleurs pour l'époque, pour faire une mission pendant 6 mois. Il est revenu avec des documents absolument épouvantables, si bien que le rapport qui en a été rédigé a paru impubliable. Et malgré l'engagement pris auprès de l'Assemblée nationale, le rapport a été totalement enterré. Et j'ai retrouvé un petit papier dans les archives disant 10 exemplaires imprimés par l'imprimerie nationale, le numéro 1 remis au ministre et les 9 autres dans le coffre-fort du ministère. J'ai retrouvé par hasard l'exemplaire subsistant quand je faisais mes recherches de thèse. Par hasard, il était rangé dans les archives, parce que rien n'est détruit dans les archives. On peut vraiment bien travailler dans les archives, y compris les archives. Il est rare qu'on ait détruit des archives, c'est arrivé. Mais il est rare qu'on ait détruit des archives, y compris compromettantes en France. Donc tout est dans les archives, mais le rapport avait disparu et donc ça n'existait plus. Et ça, donc il y en a eu tout le temps des soulèvements comme le Cameroun. Il y en a eu dans toute l'histoire de la colonisation, en particulier toujours en Afrique équatoriale dans les années 1925. Entre 1925 et 1933, ça a duré longtemps. Il y a eu une grande révolte qui a touché Gabon, Moyen Congo, enfin tous les confins Centrafrique et Tchad, qui a été totalement occulté jusqu'à ce qu'un Centrafricain, jeune historien centrafricain, c'était au début des années 80, avec moi, m'a demandé à faire... Moi, je ne savais pas non plus que ça avait existé, mais lui, il le savait parce que son père, et c'est ça qui est important, son père avait participé aux répressions. Donc, il était au courant. Il m'a dit, je voudrais faire ma thèse là-dessus. Sa thèse a été publiée à l'Harmattan, en 1986, la guerre du Congo-Ouara, l'Afrique centrale insurgée, une énorme révolte totalement occultés. Vous en avez encore certainement des tas qui ne sont pas connus, si vous voulez. Et le dernier exemple, c'est vraiment, et c'est vraiment un résultat tout à fait extraordinaire quand on y pense par rapport à toutes les informations du XXe siècle, a été occulté. Occulté complètement par les Français et occulté complètement par les premiers gouvernants camerounais et la suite, si bien que encore aujourd'hui, c'est une histoire qu'on connaît très mal et que les jeunes Africains, d'une façon générale, c'est vrai au Cameroun, où le régime a été particulièrement étouffant. Enfin, il y a eu pas mal de régimes étouffants, mais le régime camerounais a été quand même particulièrement... Oui, elle est toujours, dans d'autres États aussi, mais il est plus ou moins. Il n'empêche que, d'une façon générale, l'histoire de la période coloniale est très très mal connue par les descendants
décolonisation. C'est une histoire qui est essentielle pour nous tous. Et par les descendants des colons aussi. Qui est essentielle pour les descendants des colons, bien entendu. C'est pour ça que je dis pour nous tous. Quand je dis pour nous tous, c'est-à-dire les descendants de la métropole, puis les descendants des colonies. Parce que les Français de l'Hexagone refusent de reconnaître que l'histoire de l'Empire faisait partie de l'histoire de France. Ça, c'est mon combat. Effectivement, c'est peut-être ça que vous vouliez me faire dire. C'est absolument ce vers quoi je voulais vous amener. Et c'est très difficile, effectivement. Enfin, c'est toutes les polémiques sur l'histoire de la colonisation, ce qui m'a provoqué l'écriture des enjeux politiques de l'histoire coloniale. Vous vous en souvenez peut-être, au début des années 2000. On a beaucoup parlé de l'histoire de la colonisation, très mal, y compris chez les historiens, parce que les historiens ont aussi des idées politiques comme les autres, et puis de temps en temps perdent leur contrôle, enfin assez souvent perdent le contrôle de leur nécessaire recherche d'objectivité qui n'existe pas vraiment, mais qu'on doit quand même maîtriser pour essayer de faire une histoire la plus précise possible et la plus honnête possible. Pour poser des questions qui sont totalement étrangères aux historiens, du genre est-ce que la colonisation a eu des aspects positifs ou négatifs? Ça, c'est de la morale, c'est pas de l'histoire. Alors, les historiens l'opposaient comme ça. Donc, ça a déraillé d'une façon extraordinaire. C'est devenu politique. Ça a abouti d'ailleurs à la fin, à la fin de cet épisode, au discours de Sarkozy expliquant qu'il n'y avait pas d'histoire en Afrique et que, par conséquent, les Africains devaient rentrer maintenant dans l'histoire. Enfin, vous connaissez la chose. Et du côté français, du côté des historiens français de France, hexagonale, je précise, ce qui m'a frappé, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi de tout le monde, d'ailleurs, d'une certaine façon, mais en particulier la mauvaise foi probablement inconsciente, parce que un historien professionnel se prétend objectif, toujours. L'objectivité n'existe pas, mais il se prétend rigoureux. N'empêche qu'il y avait plein de détails qui montraient qu'en réalité, le problème était fondamentalement politique, et que l'histoire contemporaine, l'histoire immédiate, l'histoire de la colonisation française, c'est un problème profondément politique que les Français de France ne veulent toujours pas assumer. Ce qui fait... Enfin, je vais m'arrêter parce que je parle pour longtemps. Justement. Ce qui fait que... Mais nous reviendrons. Ce à quoi je me consacre depuis ma retraite, parce qu'avant, je faisais des livres, disons, d'historiens... entre guillemets savants, c'est-à-dire des livres pour les autres historiens et pour les étudiants historiens. Mais maintenant, ce que je fais, ce sont des livres de communication scientifique, justement pour tous ceux qui ont envie de connaître l'histoire africaine et la place de l'histoire africaine dans l'histoire du monde et la place de l'histoire africaine fondamentalement dans l'histoire française, qui est une histoire impériale depuis très longtemps et qui n'est pas reconnue comme telle encore, ne serait-ce que par l'enseignement primaire ou secondaire. L'histoire africaine et l'histoire des Outre-mer également. Absolument. Nous reviendrons sur ces enjeux, mais je vais passer la parole c'est écrit là. À Manuel qui, lui, a tenté de répondre à tout au moins ce qu'on pourrait considérer comme un manque, de combler un manque sur des parties de cette histoire coloniale, des parties importantes de cette histoire. Alors, il ne va pas vous faire un résumé, je ne vais pas lui poser de questions directement sur ce pavé, aussi passionnant qu'il soit. En revanche, étant donné qu'il apporte ici de nombreux éclairages et des développements importants sur les événements et les acteurs des deux films que vous avez vus, je vais lui demander de nous parler un tout petit peu de la naissance de l'UPC, parce que c'est quand même l'OPARTI, l'Union des populations du Cameroun, l'OPARTI dont vous avez vu l'histoire, y compris celle d'une descendante, d'une fille, d'un des héros de la lutte nationale camerounaise. Donc, dis-nous quelque peu comment naît ce parti et quels en sont les acteurs, dont deux d'entre eux ont été évoqués longuement ce soir.
Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour parler de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, c'est vrai que c'est un des acteurs centraux de cette histoire-là, parce que s'il y a eu une telle répression, s'il y a eu une telle guerre qui a été menée par la France avec ses alliés camerounais contre une partie des Camerounais, c'est parce qu'il y avait un parti, l'UPC, qui s'est créé en 1948, qui était très bien organisé, un parti de masse, le seul de l'époque d'ailleurs, et qui réclamait l'indépendance. Pourquoi est-ce que cette guerre elle a eu lieu au Cameroun, par exemple, et pas en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, enfin, d'autres pays colonisés par la France, et dont on aurait pu imaginer que, de la même manière, se déroule une guerre d'indépendance. C'est parce qu'il y avait l'UPC, et que l'UPC n'avait pas tout à fait les mêmes positionnements que d'autres partis qui se sont créés au même moment en Afrique francophone, et qui étaient, pour une bonne partie d'entre eux, regroupés au sein du Rassemblement démocratique africain, le RDA, qui était un parti panafricain dirigé par Félix Houphouët-Boigny, qui a ensuite été président de la Côte d'Ivoire pendant de longues décennies. Si l'UPC était vue de France plus radicale, demander l'indépendance, à un moment a demandé l'indépendance immédiate après avoir fixé un délai, et donc poser un défi à la France extrêmement direct, c'est parce que l'UPC estimait être dans son bon droit en demandant l'indépendance tout de suite, parce que le Cameroun avait un statut à part. Le Cameroun n'était pas officiellement une colonie française. On parlait de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, et le Cameroun, parce que dans les faits, le Cameroun était dans l'AEF, mais formellement, officiellement, c'était un territoire qui était un protectorat de la SDN, puis un territoire sous tutelle de l'ONU, et qui était administré par la France et le Royaume-Uni pour un cinquième, au nom de l'ONU. Et donc, ce n'était pas un territoire colonisé par la France. En réalité, les Français se comportaient là-bas comme dans les autres colonies et n'ont cessé, depuis la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle ils ont conquis le Cameroun sur les Allemands avec leurs alliés britanniques, n'ont cessé d'essayer d'intégrer le Cameroun à leur empire en Afrique. Et ils n'ont pas réellement réussi, parce qu'il y avait toujours ce regard quand même de l'ONU, et surtout l'ONU en 1946, quand il y a eu les accords de tutelle entre la France et l'ONU. L'ONU a dit, écoutez, vous pouvez continuer à administrer le Cameroun comme vous avez fait depuis la Première Guerre mondiale, mais vous l'administrez avec l'objectif d'amener ce pays vers, la formule était ambiguë, l'indépendance ou l'auto-administration. Donc, fort de cette phrase dans les accords de tutelle, les premiers, après la Deuxième Guerre mondiale, les premiers Camerounais à être politisés, à s'intéresser à la question, qui avaient créé des syndicats, parce que une des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, c'était dans les territoires d'Afrique francophone l'autorisation des syndicats. Avant, on n'avait pas le droit. Et l'autorisation des partis politiques. Et donc, les premiers syndicats se sont créés, ont essayé de faire valoir leurs droits de manière pacifique, comme un syndicat, en faisant des propositions, des grèves, etc. Et le premier mouvement de grève qui s'est créé tout de suite après la guerre, en 1945, a été réprimé de manière extrêmement sanglante, notamment à Douala, par les colons. Donc c'était eux qui étaient les colons, c'était les chefs d'entreprise français en Afrique, qui étaient en première ligne de la répression, parce qu'ils étaient frontalement face aux syndicalistes qui avaient des demandes envers eux. Et ces colons ont été appuyés par la puissance coloniale française, par le haut-commissaire de la France au Cameroun, qui a fourni des armes aux colons et dont les militaires ont également participé à la répression. Donc il y a eu, on ne sait pas exactement, une centaine de morts à ce moment-là, qui ont été uniquement camerounais, uniquement dans les syndicalistes camerounais, on leur a tiré dessus dans la rue. Et suite à cela, la confiance, si confiance il y avait, a été rompue, et tout ce qui s'était engagés politiquement pendant la Deuxième Guerre mondiale, tous les Camerounais qui s'étaient engagés à cette époque-là aussi contre l'Allemagne nazie, parce que voilà, c'était ça le contexte. Le Cameroun, avec quelques autres pays, s'était rallié plus ou moins spontanément à Leclerc et à De Gaulle, dans la France libre, contre les nazis, contre Vichy et les nazis. Et donc après ça, après avoir participé humainement, avoir donné leur vie pour certains d'entre eux à la libération de l'Europe, ils attendaient quand même en retour une forme leur propre libération. Et ce qui est intéressant, c'est que le jour de l'armistice en 1945, il y a une manifestation où des Camerounais transportent un cercueil avec écrit CIJ, le nazisme et le colonialisme. Et donc, ils font le lien tout de suite entre la libération du nazisme et la libération qu'ils espèrent du colonialisme. Et la réaction de la France, c'est tirer sur la foule. Donc, ceux qui s'étaient engagés dans ces mouvements plutôt pro-français, en tout cas alimentés par la France
pour concentrer leur énergie contre les nazis, ont en quelques années changé de pied et ont créé l'Union des populations du Cameroun en 1948. Et celui qui était le premier secrétaire général de ce parti, Ruben Umniobe, était un fonctionnaire, un greffier. C'était pas à l'UPC, c'était pas des militants qui venaient du haut de la société. C'était le cas dans d'autres partis africains. Par exemple, Félix Houphouët-Boigny était un chef, était un planteur très important. Il est devenu député à l'Assemblée nationale française. L'UPC, c'était pas vraiment ça. C'était un peu les classes intermédiaires, des petits fonctionnaires, des enseignants, etc., des médecins comme Félix Moumié, et qui donc n'étaient pas vraiment intégrés, pas vraiment cooptés par la France parmi les élites franco-camerounaises. Et donc c'est aussi pour ça, parce qu'il y avait le droit qui était pour eux, parce qu'ils n'étaient pas vraiment cooptés par la France pour devenir les élites choisies, sélectionnées pour cautionner la France, ils ont créé ce parti de masse qui n'était pas spécialement indulgent à l'égard de la France. Et donc ça s'est créé en 1948, et jusqu'en 1955, date de l'interdiction de l'UPC par la France, ce parti a été extrêmement pacifique. Et c'est pour ça qu'il faut quelque part rappeler cette histoire pacifique, c'est aussi montrer que Ernest Ouandié n'a pas toujours été ce maquisard, ce terroriste qui organisait des opérations sanglantes, n'avait pas toujours eu les armes à la main. C'était des gens qui voulaient se battre pacifiquement. Leur modèle, c'était plutôt Gandhi que Ho Chi Minh à l'époque, parce que Gandhi a obtenu l'indépendance de l'Inde en 1947 pacifiquement, alors qu'à l'époque où ils sont créés, en 1948, Ho Chi Minh, la guerre en Indochine, c'était plutôt quelque chose qu'ils ne recherchaient pas, parce qu'une guerre, c'est jamais quelque chose qu'on va poursuivre de manière volontaire. C'est vraiment par défaut, parce que la France, de 48 à 55, a interdit leurs manifestations, a truqué les élections de manière systématique, on a pas mal de témoignages dans le livre, a fait en sorte que ce parti, qui était le seul parti de masse présent sur tout le territoire, n'ait aucun élu, à aucun moment à l'Assemblée territoriale du Cameroun, alors que d'autres partis suscités, financés, alimentés par la France, à peine nés, avaient des représentants à l'Assemblée nationale française ou à l'Assemblée territoriale camerounaise. Eux n'en ont jamais eu. Et donc la réaction à ça, c'était un moment de hausser le ton et de demander l'indépendance immédiate. La réponse de la France, encore une fois, en 1955, c'était de réprimer des manifestations, de tirer sur la foule et d'interdire l'Union des populations du Cameroun. Et donc c'est à partir de cette interdiction que la guerre a pu commencer, et encore pas tout à fait dès 1955, parce que même interdite, l'UPC a cherché encore et encore des moyens de résoudre pacifiquement et de faire valoir leurs droits auprès des Nations Unies, auprès de la France, auprès de la presse, auprès de l'opinion publique camerounaise. Et à chaque fois, la France, les autorités françaises présentes au Cameroun, notamment Pierre Messmer, ont menti, ont promis une amnistie qui n'est jamais arrivée, et donc ont organisé des élections qui vont ensuite amener les premiers dirigeants du Cameroun indépendant, des élections sans l'UPC qui, en fin 1956, quand ces élections ont eu lieu, l'UPC était toujours interdite. Et donc, toute l'histoire du Cameroun, Amadou Ahidjo, Paul Biya, que Ahidjo a choisi lui-même en 1982, est issue d'une élection de 1956 sans l'UPC, d'une indépendance qui a été octroyée de manière assez intelligente par la France, plutôt que de combattre l'UPC et de garder le pays sous tutelle française ad vitam aeternam, ce qui était impossible à l'heure de la guerre d'Algérie, de la perte de l'Indochine, etc. Ils ont préféré donner l'indépendance à des gens qu'ils avaient choisis, Amadou Ahidjo, et ensuite de la transmettre à Paul Biya, et de réprimer les UPCistes qui ont été vraiment contraints de mener cette guerre, alors qu'ils n'en avaient pas les moyens, qu'ils n'étaient pas, c'était pas des militaires. Ruben Umniobe était un greffier, Félix Moumié était un docteur, enfin bon, c'était pas du tout leur intention. Alors, justement, Manuel, avant que tu ne poursuives, je voulais m'arrêter quelque peu et je te redonnerai tout de suite la parole, sur ces acteurs, Roland Félix Moumié, Ruben Umniobe, Kingé et tous les autres. Pour préciser une chose, ce sont quand même des hommes brillants, tous ont une vingtaine d'années lorsqu'ils s'engagent dans ce parti. Pour Moumié, par exemple, à 21 ans, 22 ans, il est médecin. Il va recevoir une formation de la part de Jean Suré-Canal, grand historien communiste. Tout ça, on l'apprend dans ce livre que je vous conseille. Ruben Umniobe, brillant. Ernest Ouandié, orateur, brillantissime. Donc, on a en face, ou plutôt les colons ont en face d'eux, une élite qui est brillante et qui, probablement, dans les rapports de suggestion qui existent à l'époque,
on parle de sujets, d'indigènes. Peut-être que on reviendra sur ces notions tout à l'heure. On parle donc d'individus qui doivent être très agaçants pour le pouvoir colonial, qui, en effet, les nomment, les taxent de maquisards, de terroristes. Et Jean-Marie et moi avons grandi dans un Cameroun où, dans les années 70 et 80 encore, on nous parlait du maquis et des maquisards. Et cette mémoire, nous l'avons portée longtemps comme étant une histoire faite par des maquisards. Autrement dit, des gens qui ont nui à ce qui était devenu notre nation. Donc, je voulais quand même que, Manuel, tu dises un mot sur la trajectoire singulière de ces acteurs qui, très jeunes, vont arriver aux responsabilités, avec en particulier l'aide de syndicalistes français ou d'intellectuels comme Jean Surey-Canal. Tout à fait. Alors, l'aide des syndicalistes français, elle est tout à fait réelle. C'était des militants qui étaient dans l'orbite de la CGT ou du Parti communiste français au départ, et qui ont effectivement se retrouvés au Cameroun pour leur travail, et qui ont formé, réuni au départ Oumniobé et les siens. Ils n'étaient pas très nombreux. Ils leur donnaient des cours de marxisme, etc. Donc ils ont un rôle absolument décisif au départ, et en même temps, cette influence communiste, ça a été aussi utilisé par le pouvoir en place pour dire, regardez, c'est même pas vraiment des Camerounais qui ont créé ce parti, c'est des marxistes, c'était la guerre froide à l'époque, c'est ça la toile de fond de tout ça. C'est pour ça que c'est aussi violent aussi, c'est parce que derrière, les grandes puissances s'affrontent à travers le Cameroun. Et alors certes, il y avait une influence marxiste, communiste, mais l'UPC n'est pas un parti marxiste, n'est pas un parti communiste. Ça a été la propagande ensuite qui a fait croire ça. C'était un parti nationaliste, indépendantiste, qui regroupait pas mal d'opinions diverses, des gens d'origines diverses du Cameroun, parce que ça a été ça aussi l'autre critique, c'était de dire à certains moments, de toute façon c'est un parti Bassa, ensuite ça a été un parti Bamileke, et donc à chaque fois c'était des révoltes ethniques, et on a vu dans la presse française, ça n'a pas été totalement occulté cette guerre, hein. Il y a eu Le Figaro, Le Monde qui ont écrit des articles, mais des articles extrêmement orientés, qui disaient au moment de l'indépendance, où il y avait quasiment un quart du pays qui avait fait sécession, qui disait ce sont les Bamileke, parce que c'était à l'ouest du pays, qui ne s'entendent pas avec le reste du pays, et ils veulent l'indépendance du pays Bamileke pour être tout seul, et donc il y a un problème Bamileke. Et ça a été aussi ensuite relayé par des officiers français, notamment le général Lamberton qui a mené la répression, qui a écrit un article assez célèbre dans la revue Défense nationale, qui disait le Cameroun est entré dans l'indépendance avec un caillou Bamileke dans sa chaussure. Et donc c'était une manière d'ethniciser l'opposition. Et c'est très grave, parce qu'à la fois c'était faux, évidemment, mais en plus c'est très grave parce que ça a ensuite généré des haines ethniques réelles, pour le coup. Et c'est pour ça que la répression était aussi cruelle. Alors, je ne t'interromps pas pour rien, c'est juste à dessein pour rappeler à ceux qui étaient là hier que voilà, l'histoire elle se prolonge aujourd'hui, parce que hier nous évoquions les questions ethniques, et là ce dont parle Manuel, ce que dans son livre ils ont appelé en réalité la politique des races, et qui date notamment parce que j'ai retrouvé cette citation dans le livre du 19e siècle avec ce que Gallieni, le maréchal Gallieni, faisait à Madagascar, et il va écrire ceci, Gallieni: toute agglomération d'individus, races, peuples, tribus ou familles, représente une somme d'intérêts communs ou opposés. S'il y a des mœurs et des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu'il faut savoir démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les secondes. Nous sommes en 1898. Voilà ce qu'écrit Gallieni. Alors, juste avant de redonner la parole à Catherine sur ces mots, nous allons bientôt passer aux échanges, parce que ça va faire bientôt une demi-heure que nous discutons. Je veux juste, Catherine, si vous permettez, redonner quelque peu la parole à nos deux cinéastes. Peut-être seront-ils brefs, auquel cas, tout de suite, voilà. J'aimerais juste
à la lumière de ce que nous a dit Manuel sur les acteurs, hein, que tu nous dises, parce qu'on sent ton engagement par moment. Tu es en retrait parce que l'objet de ton film est si énorme, tu en as pris conscience après, bien entendu, mais on sent l'engagement, on sent la mémoire commune qui est la nôtre, puisque nous appartenons à peu près à la même génération. Est-ce que, de ton point de vue, il y avait une sorte de devoir vis-à-vis d'Ernestine peut-être et vis-à-vis du Cameroun en particulier à faire ce film? Mais disons que quand on regarde mon travail depuis que j'ai commencé à faire des films, déjà mon tout premier film Hommage, j'ai le sentiment que cette question et la question du silence, moi aussi, m'obsède. Et ce livre, par exemple, on peut, quand on regarde la vie d'Ernestine, se dire que si ce livre était paru 4 ou 5 ans plus tôt, elle serait peut-être encore parmi nous, quoi. Mais bon, mais la vie, elle est... Parce que cette absence de... Ce silence dans lequel nous avons grandi a contribué aussi à façonner ma révolte. Quand je commence à faire des films, c'est pour parler de ces choses dont on ne parlait pas. Et de tous mes films, d'ailleurs, c'est toujours presque la même question qui revient, toujours. On vit dans un pays où on a un pouvoir dictatorial qui est là, qui nous étouffe. Et comment est-ce qu'on s'autorise des moments de liberté pour parler de choses et pour questionner toutes ces choses qui sont tissées. Donc, en fait, et je me nourris beaucoup d'historiens, je me suis nourri aussi des textes, des romans de Mongo Betty, je me suis nourri de tous les témoignages qui m'ont permis de comprendre un peu le pays dans lequel nous vivions. Et moi, ma manière de transmettre, c'est... Je renvoie bien sûr au livre pour dire allez trouver plus d'informations, mais j'essaie sur cette histoire de prendre quelques éléments, j'essaie de construire un récit auquel les gens peuvent adhérer et ensuite aller rechercher un peu plus loin pour comprendre ce qui se passe. Parce que moi, quand j'étais enfant, les documentaires, j'avais le sentiment que les documentaires ne me parlaient pas parce qu'ils étaient très rébarbatifs. Il y avait une voix off qui était là. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de faire du cinéma, mais en même temps, je me disais, mais si je dois parler de la réalité, comment est-ce que je la rends facile à suivre? Je la rends comme si c'était une histoire, en fait, et une histoire qui, en fait, parle de l'histoire des gens. Donc, je crois que mon travail a toujours consisté à prendre des éléments et à essayer de les organiser de manière à ce que ce récit, cette histoire puisse toucher les gens. Et je me dis que c'est à travers l'émotion que les gens vont aller plus loin pour essayer de comprendre. Et toutes les fois que je présente le film, je renvoie au livre parce que les gens me disent, mais oui, mais où est-ce qu'on peut en savoir plus? Je dis, mais il y a ce livre, allez-y. Et c'est en cela que travailler avec les historiens est essentiel. Et dans le malentendu colonial, déjà, je faisais déjà un peu ce travail aussi. Afrique, je te plumerais, je rencontrais des gens qui ont fait ce travail de recherche. Et si je peux leur donner la parole pour que cette parole sorte et que je puisse la rattacher à la vie des gens, j'ai le sentiment que du coup, les gens font des associations qui leur permettent d'aller plus loin et de comprendre le monde dans lequel on vit, quoi. Un mot, Franck. On a vu dans le film que la Suisse n'est pas si neutre, ou en tout cas que derrière la neutralité, chacun met ce qu'il veut. Mais concrètement, la Suisse a agi, en l'occurrence dans l'assassinat de Félix Moumié. Est-ce que c'était pour vous un motif ou une raison supplémentaire d'aller au bout de cette aventure? Oui, bien sûr. Normalement, mes documentaires en général parlent sur l'histoire étouffée en Suisse. Et ici, c'est aussi le point de vue de la Suisse, parce que la Suisse a été complice. Il faut quand même pas oublier, ils avaient les preuves formelles que Bechtel avait assassiné Moumié. Et il y a un non-lieu. Ils n'ont pas acquitté. Un non-lieu, c'est-à-dire
comme a expliqué son avocat, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas un nombre de doutes qu'il aurait pu être impliqué. C'est-à-dire c'était un arrangement. Et l'arrangement, c'était à cause de la France. C'est la France qui a poussé la Suisse de faire ça, mais la Suisse a bien accepté. Et ça, c'est bien l'enjeu. C'est tellement gros, en fait. Je ne sais pas comment vous dire ça. Quand moi j'ai touché à cette histoire, j'ai vu que tout était truqué chez nous, jusqu'à aujourd'hui. Et tout le monde participe. Les historiens sont, excusez-moi, sont les menteurs officiels dans la forme. C'est-à-dire, vous allez dans les archives, il y a des boîtes réservées aux professeurs. Et le professeur, le porte-parole du gouvernement, hein, je caricature à peine. Et en France, si vous prenez Le Monde, il a écrit des choses immondes sur le Cameroun. Incroyables, incroyables. Des journalistes français qui étaient en principe des agents des services secrets, mais qui se disaient journalistes. Tout le monde a accepté. Alors, partout où vous allez, juste un point peut-être, moi je pense, on sous-estime l'importance de la guerre froide au Cameroun. Parce que, juste rappeler, il y avait l'Égypte, à ce moment-là, avec le canal de Suez. Et il y avait quand même Khrouchtchev et la révolution de Cuba, c'était terrible hein, dans le monde entier. Et Khrouchtchev avait dit, si vous n'arrêtez pas, on va faire des Cubas partout dans le monde, on va commencer en Afrique. C'était à cette époque-là. Absolument. Et on a mis le paquet pour éliminer le tout. Et après, vous avez vu ce que ça donnait ailleurs. Et on a inventé un communisme à l'africaine qui n'était pas vraiment un communisme, mais on avait besoin d'un ennemi fort pour justifier les massacres. Et c'est ça le fond de la commerce. Et aujourd'hui, c'est la même chose, mais on n'en parle pas. C'est sur un autre niveau, c'est même pire, c'est même plus violent. C'est les multinationales qui investissent l'Afrique, mais comme le monde entier. Et c'est nouveau, la Suisse neutre, hein, 80% des gens qui gèrent le pétrole sont à Genève. Le café, c'est à Zoug, etc. Mais ça ne nous concerne pas, n'est-ce pas ? C'est autre chose. On parlera dans 100 ans. Ici, c'est la même chose.